En Thaïlande, tu peux acheter un appartement de trois manières différentes. Freehold, leasehold, société. Aujourd'hui, on va voir la vraie différence entre ces trois statuts, ce que ça change pour la revente, pour l'argent, pour tes enfants et surtout les erreurs que 80% des étrangers font sans même s'en rendre compte. Si tu veux acheter ici sans te mentir, cette vidéo peut t'éviter de perdre beaucoup d'argent. On commence par celui que tout le monde veut, le mot magique, le mot qui rassure, le mot que les agents prononcent comme un sort de protection, le freehold. Le freehold, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appartement, il est à ton nom. C'est pas un bail, c'est pas un montage, c'est pas une promesse, mais un vrai titre de propriété. Ici en Thaïlande, ce titre s'appelle le chanot. Grâce à ça, tu peux revendre ton appartement, tu peux l'hypothéquer, tu peux le transmettre, tu peux le louer. Sur le papier, t'es chez toi. Mais, parce qu'en Thaïlande, il y a toujours un mais, tu ne possèdes jamais le terrain, jamais. Même en freehold, tu possèdes, si tu veux, l'appartement dans l'immeuble, l'unité dans le condo, pas le sol. Tu es propriétaire, mais verticalement, pas horizontalement. Ton nom est sur le papier, mais il n'est pas sous la terre. Et maintenant, on parle de la vraie contrainte, le fameux quota étranger. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Dans un condo, seulement 49% des unités peuvent être en freehold étranger. Pas une unité de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans un immeuble, il y a 100 appartements, 49 seulement peuvent être achetés par des étrangers. Ce qui veut dire que parfois le projet il est beau, le prix il est bon, l'appartement il te plaît, mais le quota étranger est plein. Et là, on te propose quoi? Un petit montage, un hall déguisé, une société rapide, une solution miracle. Et souvent, c'est là que les problèmes commencent. En plus de ça, les gens pensent que c'est un investissement automatique. Ils se disent, c'est la Thaïlande, les prix montent toujours, les étrangers arrivent, je suis tranquille. Et la vérité, elle n'est pas là. Tu peux très bien avoir un superbe freehold dans un immeuble mal géré, avec des charges qui explosent, une piscine vide et des vendeurs paniqués autour de toi. Et là, ton actif devient surtout un stress immobilier. Le freehold ne veut pas dire rentable. Freehold, ça veut juste dire à ton nom. Le freehold, c'est un peu le choix le plus propre juridiquement, le plus simple à comprendre, le plus rassurant pour un étranger. Mais ce n'est ni le plus rentable automatiquement, ni le plus accessible, ni le plus malin dans toutes les situations. Et surtout, ce n'est pas un totem d'immunité. Le freehold, c'est la meilleure base, mais une mauvaise base dans un mauvais projet, ça reste une mauvaise affaire. Maintenant, on va parler de celui que tout le monde minimise, le leasehold, le fameux leasing de 30 ans, celui qui rassure les pressés et réveille parfois les vieux un peu trop tard. Avec le leasehold, tu n'achètes pas un bien, tu achètes du temps. Le leasehold, c'est le choix de ceux qui veulent acheter, mais qui ne peuvent pas vraiment. Je t'explique. Concrètement, le leasehold, c'est simple. Tu ne possèdes rien. Tu loues pendant 30 ans. Parfois, c'est 30 ans, plus 30 ans, plus 30 ans sur le papier. Mais juridiquement, seules les 30 premières années sont sûres et certaines. Le reste, ce sont des promesses. Et en Thaïlande, une promesse n'est pas un titre de propriété. Le leasehold, je ne le vois pas comme une propriété, mais comme un compte à rebours. Pourquoi les gens prennent du leasehold, vous allez me dire? Eh bien, parce que déjà, c'est moins cher. C'est plus facile, c'est souvent ce qu'il reste quand le quota freehold est plein et surtout parce qu'on leur dit « mais 30 ans, c'est largement assez ». 30 ans, ça paraît énorme quand tu as 35 ans. Tu dis « ouais, à 65 ans, on verra ». Sauf qu'à 65 ans, tu aimerais peut-être revendre, transmettre, sécuriser quelque chose pour tes enfants. Et là, ton bien, il est en fin de bail. En plus, il y a un autre problème à ça, la revente. Un leasehold, ça se revend, mais de moins en moins bien à mesure que le temps passe. 30 ans restant, ça passe. 20 ans, ça se discute. 10 ou 15 ans, ça négocie fortement. 5 ans, ça ne se vend pas. Les gens vont fuir. Parce que l'acheteur, lui, ne rachète pas un appartement. Il rachète ce qu'il reste de temps. Un type que j'ai croisé ici avait acheté un leasehold quand il avait 52 ans. Tranquille, bon emplacement, belle vue, il pensait y finir sa vie. À 63 ans, problème de santé, il veut rentrer, il met en vente. Il reste donc 19 ans de bail. Tous les acheteurs lui disaient la même phrase. C'est sympa, mais c'est plus vraiment un bon investissement. Il a vendu à perte, pas parce que l'appartement était mauvais, mais parce que le temps avait mangé sa valeur. Le leasehold, il ne perd pas de valeur, il perd du temps. C'est une autre illusion dangereuse aussi à considérer, c'est le renouvellement automatique. Beaucoup pensent, à la fin des 30 ans, je renouvelle. Non, tu renégocies. Tu dois repayer pour 30 ans avec un terrain qui a pris de la valeur,
Un propriétaire taille qui n'a plus aucune raison de faire un cadeau, et parfois ses enfants, les héritiers, ce sont les avocats qui s'occupent de ça. Ils veulent plus d'argent. Et toi, tu arrives avec ton vieux contrat et ton attachement émotionnel. C'est un rapport de force, pas un droit, le leasehold. Le jour du renouvellement, tu n'es pas propriétaire. Tu redeviens demandeur. Le leasehold, c'est pas forcément mauvais. Je te le dis clairement. Il est cohérent si tu veux juste y vivre. Tu sais que tu repartiras. Tu n'as pas d'objectif de transmission. Tu veux un ticket d'entrée plus léger. Mais il devient dangereux si tu crois investir, si tu crois sécuriser, si tu crois faire comme en Europe. Le leasehold, ce n'est pas un piège, c'est un choix de locataire longue durée. Le drame commence quand tu crois que c'est une propriété. Et c'est ça l'erreur. Et maintenant, on attaque les montages préférés des aventuriers. La société thaïlandaise, le Thai Company. Celui qui donne l'illusion du contrôle jusqu'au jour où tu comprends qui commande vraiment. Parce que oui, tu crois que tu contrôles, mais en réalité, tu espères. Et là, on entre dans la zone grise, le montage préféré des étrangers qui veulent tout. La maison, le terrain, le contrôle et zéro contrainte. C'est la société thaïlandaise. Sur le papier, c'est magnifique, hein. Tu montes une boîte, la boîte achète la maison et toi, tu vis dedans. Dans la vraie vie, ce n'est pas la boîte qui est dangereuse, c'est la répartition des parts. En Thaïlande, pour qu'une société soit considérée comme thaïlandaise, 51% des parts doivent appartenir à des Thaïlandais. Pas 49, pas 50, mais bien 51% des parts. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu finances souvent 100%. Tu prends tous les risques, mais tu n'es jamais majoritaire. Tu payes comme un propriétaire et tu décides comme un invité. On te dit, mais t'inquiète, les actionnaires sont juste des prête-noms. Mais t'inquiète, tout est sous contrôle. Mais t'inquiète. Ça, c'est le mot magique d'ailleurs. T'inquiète. Le problème, c'est qu'un actionnaire, ce n'est pas un figurant. C'est un propriétaire légal de l'entreprise et donc indirectement du bien que tu achètes avec l'entreprise. Tant que tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde est discret, tout le monde signe, tout le monde sourit. Mais le jour où il y a un conflit, un décès, un divorce, une dénonciation, un contrôle administratif, là tu découvres la vraie hiérarchie. Un étranger, gros train de vie, villa, piscine, terrain au nom de sa société, un jour, désaccord avec un taille actionnaire, ça peut être un truc personnel, hein, pas immobilier, peut-être juste un truc humain. Et c'est quoi le résultat? Ben, le taille, il va bloquer la société. Compte gelé, signature impossible, un tas de procédures. Et la villa, elle est toujours là, oui, mais plus vraiment à l'étranger. La société, ça tient tant que finalement l'amitié, je vais mettre des guillemets, elle tient. C'est un mythe de penser, si je suis directeur de la société, c'est à moi. Non, le directeur, il gère. Les actionnaires, ils possèdent. Et en Thaïlande, quand tu n'as pas la majorité, tu peux être un patron sans pouvoir. Et attends, maintenant on va parler du vrai danger, la légalité. Certaines sociétés sont légales, elles sont propres, elles sont actives avec un chiffre d'affaires, avec une compta réelle, et d'autres, elles sont créées uniquement pour détenir un bien. Il n'y a pas d'activité réelle, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de revenus, on a un chiffre d'affaires à zéro chaque année. Celles-là, elles sont dans le viseur. Et quand ça tombe, il y a des amendes, il y a l'annulation de la structure, il y a des problèmes de propriété, il y a des reventes qui sont bloquées, il y a un stress qui est maximal. Le problème, ce n'est pas quand tu achètes avec une société, c'est quand l'État commence à regarder ce que tu fais. La société, c'est pas un hack, c'est pas une ruse, c'est pas un raccourci. C'est un outil juridique puissant, mais très exposé qui demande un vrai business, des vrais employés, une vraie comptabilité, un vrai suivi. Sinon, tu n'as pas une société, tu as un costume légal en carton. En résumé, le freehold, tu te donne un titre, le leasehold, tu te donnes du temps, la société te donne l'illusion du contrôle. Maintenant qu'on a vu les trois, on va les mettre face à face. Je pense que c'est une idée assez sympa, on va un peu les comparer. Donc freehold vs leasehold vs société. Dis-moi comment tu achètes, je te dirai comment tu dors. Ouais, c'est de moi. Là, on enlève les rêves, on enlève le marketing, on enlève les promesses, on met les trois face à face et on regarde la vérité dans les yeux. Commençons par la sécurité juridique. Le freehold, c'est le plus solide. Ton nom, ton titre, ton unité, ton appartement dans un immeuble qui est un condominium. Tout va bien. Le leasehold, c'est sécurisé dans le temps. Après, c'est un peu flou parce qu'après, tu dois demander, tu dois attendre. Est-ce qu'on va me re-signer? Je dois encore repayer dans 30 ans. Il faut comprendre tout ça. Et la société? Oui, c'est sécurisé tant que tout le monde est d'accord. La structure est clean, l'administration ne regarde pas trop près. On pourrait dire que le freehold repose sur un papier, le leasehold sur le temps et la société sur la confiance. Maintenant, à la revente, si on faisait des comparaisons, le freehold,
C'est beaucoup plus simple à revendre. C'est le plus liquide, c'est le plus universel. Le leasehold, plus le temps passe, plus la valeur elle fond. Tu ne revends pas un bien en fait, tu revends un compte à rebours. Et la société, tu ne vends pas un bien, tu vends une structure. Donc, avocat, comptable, vérification et acheteur un peu plus rare forcément. Le freehold se revend, le leasehold il se négocie. La société elle doit se justifier. Alors, on va parler de transmission aux enfants. Le freehold, tu peux transmettre simplement et clairement. Le leasehold, tu peux transmettre, oui, mais ce qu'il reste, et s'il reste encore quelque chose dans le temps. Et la société, tu transmets des parts avec donc des tailles dans l'équation, des règles, des risques futurs. En fait, un freehold, tu lègues un bien, en leasehold, tu lègues une date et en société, tu lègues un problème potentiel. Parlons maintenant de la liberté réelle. Le freehold, tu es libre de vendre, libre de louer, libre d'hypothéquer. Le leasehold, tu es libre dans ton cadre de locataire finalement, tu dépends toujours de quelqu'un avec le temps et en société, ok, tu es libre tant que les autres te laissent libre. Tu comprends? La liberté en Thaïlande n'est jamais totale, elle est toujours conditionnelle. Maintenant, on va comparer le stress mental. Alors, le freehold, c'est le plus reposant. Le leasehold, il y a un stress qui est lent et qui augmente avec le temps, avec les années, et c'est normal. Et la société, il y a un stress qui est administratif, il y a un stress qui est humain, et il y a un stress qui est légal. C'est un constat, le freehold fatigue le moins le cerveau. Bon, comparons la rentabilité pure. Et là, je démonte un mythe. Les gens pensent société égale gros rendement, leasehold égale bonne affaire et freehold égale trop cher. La vérité, la rentabilité ne dépend pas du montage. Elle dépend de l'emplacement, la demande, la gestion, le prix d'achat, les charges et la vacance locative. Ce n'est pas ton statut juridique qui te rend riche, c'est ton intelligence d'achat. En conclusion, les trois montages existent parce que les projets de vie sont différents. Le problème commence quand tu choisis un montage qui ne correspond pas finalement à ton projet de vie, tout simplement. Et maintenant qu'on sait ça, on va parler des vraies conneries, celles que je vois tous les mois. Les erreurs que 8 étrangers sur 10 commettent en achetant ici. Et la plupart, ils n'achètent pas un bien, ils achètent une émotion. Ce que je vais te dire là, c'est pas théorique. Je le vois tous les mois. Toujours les mêmes profils, toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes regrets. On va voir quelques erreurs ensemble. La première, c'est d'acheter trop vite. Les gens, ils arrivent ici en Thaïlande, ils sont amoureux. De quoi? Du soleil, du sourire, du prix au mètre carré, de la piscine sur le rooftop. Et au bout de 10 jours, ils font quoi? Ils achètent. Ils ont visité le pays comme des touristes et ils achètent comme des résidents. C'est une erreur. Ils n'ont pas vu la saison des pluies, la nuisance sonore, la vraie circulation, la gestion sur le long terme. Ils achètent sur une dopamine, pas sur une vision. Erreur numéro 2, acheter pour se rassurer. Parce que oui, beaucoup achètent pour se dire, ça y est, j'ai réussi, je suis installé, je suis chez moi, je suis propriétaire. L'immobilier devient un doudou émotionnel, un symbole de réussite, pas un choix rationnel. Et ça, c'est une grosse erreur. Erreur numéro 3, ne pas comprendre ce qu'ils signent. Ils signent en anglais approximatif, parfois c'est écrit en thaï, avec des gens qui ne reverront jamais. Ils disent oui, oui, j'ai compris, alors qu'ils n'ont compris qu'une chose. Je veux cet appartement-là. Mais signer sans comprendre, ce n'est pas être confiant, c'est être vulnérable. Erreur numéro 4, faire confiance au mauvais intermédiaire. L'agent sympa, le pote d'un pote, le gars qui connaît bien. En Thaïlande, tout le monde connaît quelqu'un, mais peu de gens assument quand ça tourne mal. Je vais te dire, le problème, c'est pas de faire confiance, c'est de se tromper de personne. Erreur numéro 5, acheter sans stratégie de sortie. Je pose souvent cette question. Si tu dois vendre dans 2 ans, tu fais comment? Et là, boum, silence. Ils achètent pour entrer, mais jamais pour sortir. Or, un bon achat, c'est un achat qui se vit bien, mais qui se revend aussi sans panique. Et là, il y a également une erreur énorme. La 6e erreur, c'est de copier les autres. Mon ami a fait ça, un YouTuber a dit ça, un Français du coin m'a conseillé ça. Mais ils ne vivent pas ta vie. Ils n'ont pas ton âge, ils n'ont pas ton budget, ils n'ont pas tes enfants, ils n'ont pas ta santé, ils n'ont pas tes projets. Ils copient des stratégies au lieu de comprendre leur propre trajectoire. En Thaïlande, l'erreur n'est presque jamais juridique au départ, elle est émotionnelle. Le contrat ne fait que confirmer ce que l'ego a déjà décidé. Et maintenant, je vais te dire un truc important. Ce que moi, je choisirais, pas comme expert, pas comme agent, mais comme homme, tout simplement. Mon avis simple et honnête. Et je vais être très clair, il n'y a pas de bon montage universel, il n'y a que des montages adaptés et des fois des mauvais montages pour toi. Si tu veux la sécurité mentale, si tu veux pouvoir revendre sans blessure, si tu veux transmettre sans casse-tête,
le freehold reste la base la plus propre. Si tu veux juste vivre ici quelques années, sans pression, sans stratégie patrimoniale, alors oui, le leasehold peut suffire, à condition de savoir que tu es finalement un locataire longue durée. Et il y a la société, je te le dis franchement, c'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas un raccourci, c'est un outil pour ceux qui savent exactement ce qu'ils font ou pour ceux qui apprendront dans la douleur. Et gardons en tête qu'une société doit avoir une vraie activité, un vrai business qui fonctionne. Sinon, c'est un contournement de la loi et c'est illégal. Le vrai choix n'est pas comment moi j'achète, mais quelle vie je veux dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. En Thaïlande, tu peux acheter vite, très vite, trop vite, mais tu ne comprendras jamais vite. La compréhension, elle vient toujours après la signature. Freehold, leasehold, société, ce ne sont pas des mots techniques, ce sont des choix de vie. Tu peux gagner de l'argent avec n'importe lequel et tu peux perdre la paix avec chacun d'eux. Alors avant d'acheter, pose-toi une seule vraie question. Est-ce que ce choix me rapproche de la vie que je veux ou juste de l'image que je poursuis? Et celui qui comprend ça avant de signer, il a déjà gagné plus que beaucoup de propriétaires. Et si tu me demandes, moi, je n'achète que en freehold pour les raisons que j'ai citées dans cette vidéo. Et j'en connais plein qui achètent du leasehold, du freehold, du Thai company et qui sont heureux. Mais j'en connais plein qui se sont mordus les doigts à aller trop vite dans des directions qui ne leur convenaient pas. D'où l'objet de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, n'importe quoi, même un petit smiley qui sourit. Ça fera du bien à l'algorithme, c'est bon pour la chaîne. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je traite d'autres sujets en lien avec l'immobilier. Et avant de te quitter, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut!